Alors, on en est où? Eh bien, un certain nombre de sociétés se sont reconverties justement pour faire des masques ou des pièces pour les masques. Bonsoir Philippe O'Haraud. Pardon. Vous êtes président du groupe Crésilas, une entreprise d'impression 3D. Vous, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Eh bien, nous avons décidé de mettre nos machines au service du soutien pour fabriquer des masques, fabriquer tous les objets qui peuvent être utilisés pour se protéger contre le Covid-19. Concrètement, c'est quoi par exemple? Concrètement, ce sont des visières pour des embouts et des visières pour se protéger. Ce sont des masques que nous sommes en train d'étudier, des masques particuliers qui soient très étanches. En parallèle, nous travaillons également avec une société aéronautique pour fabriquer des masques qui seront sortis en série. Disons qu'aujourd'hui, c'est vraiment notre activité principale. Et d'ailleurs, vous voyez actuellement, c'est Sébastien qui est en train de travailler sur des nouvelles machines. Nous avons investi dans de nouvelles machines pour pouvoir produire un peu plus. Vous adaptez aussi les fameux masques de plongée Décathlon avec des embouts pour les adapter au médical. C'est exact, oui, exactement. Et justement, je voulais remercier Julien Guillen de Décathlon, avec lequel j'ai beaucoup conversé pour améliorer le produit d'adaptation sur leurs masques. Effectivement, nous travaillons dans ce domaine également et on peut produire énormément de pièces puisque nous sommes équipés avec énormément de machines. Nous avons un gros parc machine d'impression 3D. Et après, vous les vendez, toutes ces pièces? Comment ça se passe? Alors, pas du tout. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons fait, nous l'avons donné, nous l'avons offert. C'est par solidarité avec tous ces gens qui sont en première ligne et qui travaillent d'arrache-pied. Et j'en ai rencontré qui viennent même chercher des pièces chez nous, des gens qui sont fantastiques. Hein. J'ai rencontré des gens de services de réanimation de l'hôpital de Melun venus chercher des pièces parce qu'il manque de pièces détachées, il manque de pièces de rechange. Voilà. Et comment ça se passe? C'est vous qui disiez, tiens, si on faisait ça, ça pourrait servir? Ou bien ce sont les soignants qui viennent vous dire, on a besoin de ça? C'est dans quel ordre? Alors en général, les gens viennent nous appellent en nous disant, voilà, on manque de matériel, on a besoin de ça. Alors, l'intérêt de l'impression 3D, justement, c'est que nous utilisons énormément de matériaux différents, capables de s'adapter à certains besoins. On peut faire aussi bien des pièces, des masques, qu'on peut faire des éléments avec des robinets pour des valves, des systèmes de régulation d'air, des choses comme ça. Des pièces qui valent une fortune et qui mettraient longtemps à être acheminées si on voulait en avoir. Ah oui, bien entendu. Si on devait fabriquer ces pièces-là en injection, par exemple, en grande série, le temps de faire le moule et le temps de faire les impressions, je veux dire, ça mettrait beaucoup plus de temps. Nous c'est simple, il suffit de récupérer un fichier dans un format bien particulier. Le traitement sur la machine se fait en quelques minutes et la machine est capable de fabriquer des pièces en quantité industrielle. Là, si vous voulez, j'ai à peu près aujourd'hui une dizaine de machines, voire même 15, avec celles qui travaillent sur mes deux sites de Marmande et de Belfort. On est capable de sortir énormément de pièces. Combien par exemple, des embouts pour les fameux masques de plongée Décathlon? Exactement. Ouais, vous en faites combien de ça? Eh bien, écoutez, ça sort à chaque fois, on en sort une centaine par fabrication. Les gens dont je parlais tout à l'heure, les deux personnes de Melun du service de réanimation sont venus en chercher une cinquantaine. Alors, l'énorme intérêt quand même de cette technologie, c'est que les pièces peuvent être nettoyées, peuvent être stérilisées. Ça, c'est un énorme avantage. Amandine Bosca, vous y avez eu recours à des entreprises comme ça qui vous font des pièces parce que vous ne les avez pas? Cette semaine, on a eu une première livraison de visières. C'était les premières choses fabriquées avec les machines 3D. Et on est en train d'étudier d'autres possibilités pour des pièces de rechange. Parce qu'on manque de matériel, en fait. Il manque de matériel parce qu'on en consomme énormément. Qu'on a doublé les capacités de soins. Donc, ce n'était pas prévisible, hein, comme pour le reste. Et donc, on travaille aussi à des embouts, des valves, des choses qui peuvent être faites en 3D. Et on a cette rapidité d'action où, justement, il n'y a pas de moule, il n'y a pas de fabrication. Une fois si j'ai bien compris, une fois qu'il y a le schéma, ça peut être reproduit. Tout de suite. Voilà.
avec des pièces qui sont plutôt fiables, solides et puis qui peuvent être nettoyées. Ouais. Donc je vous remercie beaucoup parce que nous on a déjà eu des dons de visières pour protéger les soignants qui sont efficaces et ils sont contents en fait. Ouais. Et Philippe Hoarau, vous faites aussi des masques FFP2, c'est-à-dire très spécialisés pour les soignants. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes en train de travailler sur le sujet. Nous avons deux sources différentes. Une qui est développée pour ce fameux groupe industriel et un autre que nous avons fabriqué en interne. C'était plutôt un challenge pour nous. Je voudrais juste dire à la personne qui était à l'instant avec vous que si elle a besoin de choses particulières, si on peut les aider, nous on est vraiment là pour ça. On peut vraiment les aider et on ne parle pas d'argent. C'est pas le but. Le but c'est de pouvoir aider tous ces gens qui sont qui travaillent d'arrache-pied dans des situations compliquées. Ben merci beaucoup, évidemment, on vous mettra en relation. Guillaume Roquette, on est en plein dans la débrouille là, mais heureusement qu'elle est là. Oui, heureusement qu'elle est là, parce qu'effectivement, de la même façon que quand on voit des entreprises qui font de la haute couture et qui transforment en catastrophe les ateliers pour fabriquer des masques, c'est à la fois très, très, très réconfortant de voir la réactivité du tissu économique, le désintéressement aussi de monsieur qui nous dit que c'est pas un problème d'argent, ça veut dire que pour lui c'est des pertes de chiffre d'affaires. Et en même temps, il faut le dire, si on en est au point aujourd'hui d'avoir besoin de toutes ces initiatives privées, c'est parce que rien n'a été prévu, il n'y a pas eu suffisamment de stock. Alors, c'est vrai que cette situation est inédite, mais là, pour le coup, il faudra vraiment tirer tous les enseignements. Je crois qu'il y a consensus là-dessus. Les stocks de masques, la prochaine fois qu'on les a reconstitués comme du temps de Roselyne Bachelot, il faudra vraiment les garder. Mais toutes ces initiatives, elles sont passionnantes, elles montrent le savoir-faire, l'initiative des industriels, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, j'allais dire, canaliser tout ça? Écoutez ce qu'en disait, encore une fois, William Dab hier sur LCI, ancien directeur général de la santé. J'ai parlé à des dizaines de personnes aujourd'hui. À toutes, je leur ai demandé qui dirige la lutte contre l'épidémie. Eh bien, figurez-vous, et y compris la maire de Paris, à qui j'ai posé la question, eh bien, figurez-vous que tout le monde m'a donné une réponse différente. Il faut absolument clarifier cela. J'ai fait le parallèle avec Clémenceau. Ben maintenant, je fais le parallèle avec le maréchal Foch. Où est le maréchal Foch de l'épidémie? Le maréchal Foch ayant été celui que les Alliés ont désigné comme commandant suprême pour gagner la guerre de 14-18. C'est un problème organisationnel et logistique que nous avons. Alors Bernard Huynh, je ne sais pas s'il faut le maréchal Foch, mais est-ce que ça vous donne aussi cette impression-là qu'il n'y a pas de pilote central dans l'avion? C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qui fait quoi? Oui, il y a des pilotes et des pilotes qui souvent ont un manche à balai qui est pas relié aux ailes. Vous voyez, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de directives, il y a plein de gens qui écrivent des directives. Et puis derrière, personne ne regarde si les directives sont appliquées, personne ne regarde si on peut les appliquer. Et puis finalement, les directives tombent et puis elles serviront peut-être un jour d'archives, mais pour le moment, le problème est quand même, il y a une question de relation avec la réalité de l'administration française qui est vraiment super loin, où il y a beaucoup d'initiatives de terrain. Personne ne sait comment ça se passe. Mais c'est au coup par coup. Et vous avez vu cet industriel, Philippe Hoarau, on vous remercie d'ailleurs d'être intervenu sur LCI, qui dit si Madame réanimatrice, vous avez besoin de nous, faites appel à nous. Voilà. Ça marche très bien comme ça. Oui, mais on en est là, dans un pays de 67 millions d'habitants. Réaction là-dessus?